Bienvenue à l'INRIA aujourd'hui qui accueille cette 4e séance du séminaire 2017-2018 du Centre d'Alembert. Donc c'est un cycle qui est consacré à la question des catastrophes, de leur prévision, de leur prévention et des précautions qu'on peut prendre. Alors donc c'est une séance, évidemment, nous sommes à l'INRIA, qui sera consacrée au numérique. J'annonce tout de suite, avant de passer la parole à Christine qui présentera plus spécifiquement la séance et les intervenants d'aujourd'hui, j'annonce rapidement juste les séances suivantes, après vous aurez les détails sur le site du Centre d'Alembert. La prochaine aura lieu le 4 avril 2018 et sera consacrée à santé, prévention, précaution, enjeu d'une anticipation. Et elle aura lieu, puisque le principe c'est cette année, maintenant vous pouvez commencer à connaître, c'était d'être itinérant, ce qui nous promène sur différents sites de Paris-Sud ou de l'université Paris-Saclay. Et donc la prochaine séance aura lieu au Kremlin-Bicêtre. Et puis, le 13 avril, nous aurons une séance à la faculté de droit de Sceaux sur plutôt qui est plutôt consacrée aux aspects juridiques et en particulier aux problèmes assurantiels liés aux catastrophes et donc couverture des risques majeurs. Et donc, ce cycle finira par un colloque le 17 mai. Qui lui aura lieu dans notre lieu d'accueil habituel, là, au bâtiment des colloques du campus d'Orsay, et qui reprendra de manière un peu plus transversale un certain nombre de problématiques qui sont soulevées par ces questions. Les questions des politiques publiques, le traitement par les médias et puis aussi une vision un peu historique de ces problématiques dans la modernité. Voilà, et je passe directement la parole à Christine. Merci Annick. Bonjour, donc bienvenue à l'INRIA. Je voudrais commencer par remercier tout le Centre d'Alembert, notamment Véronique Luec, Annick Jacques et Alexia Jolivet qui ont permis ce séminaire aujourd'hui, qui ont notamment financé pas mal de choses et tout organisé. Et je remercie aussi l'INRIA de nous accueillir, d'avoir prêté cet amphi aujourd'hui. En remerciant notamment les assistantes Katia Hira et Juanita Melman qui ont fait l'organisation locale. Alors donc aujourd'hui on parle d'informatique et numérique, prévision, précaution, prévention, catastrophe, qu'est-ce que peuvent nous en dire l'informatique et le numérique ? Je vais tout de suite écarter d'emblée la question de qu'est-ce que c'est que l'informatique, le numérique, le digital, la révolution numérique, informationnelle, l'automatisation, la numérisation. C'est un débat qui est toujours ouvert entre nous, la communauté informatique et numérique. Donc on va la mettre un peu de côté. Avec Annick, on a essayé de faire un débat qui soit un peu clivant, qui mette en débat des choses. Alors on aurait pu évoquer aujourd'hui le big data, l'intelligence artificielle, les bugs, les problèmes de sécurité informatique qui sont extrêmement sensibles. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez conscience. Les questions relatives à la vie privée, les fake news, les blockchains, le bitcoin. Mais on sait bien que le monde en ce moment et l'actualité bruissent de tout cela. Peut-être il en sera question lors du colloque du 17 mai, je ne sais pas, je ne suis pas dans le comité d'organisation cette fois. Donc aujourd'hui, on accueille un numéricien, quoi que cela veut dire. Donc des sciences dures. Donc Antoine Rousseau travaille sur la simulation des phénomènes naturels et autres catastrophes, non pas toujours, et un philosophe informaticien, si je puis dire, je ne sais pas s'il sera d'accord avec ces dominations, il n'est pas encore arrivé, donc de sciences souples ou molles, Alexandre Monin, qui évoquera l'effondrement possible dans notre période d'Anthropocène. Donc je passe tout de suite la parole à Antoine, qui va nous montrer comment il simule tous ces phénomènes naturels. Merci. Merci Christine, merci
à toutes et à tous pour votre présence. Est-ce que vous m'entendez bien là? Ça va? Ouais? Ok, parfait. Alors je suis vraiment particulièrement content d'être là aujourd'hui parce que j'ai plein de sensations de Madeleine de Proust et en même temps de choses nouvelles que je découvre. Je suis chercheur INRIA mais je suis jamais venu dans ce centre, donc c'est une particularité pour moi de venir le visiter aujourd'hui. Et puis je disais à Christine tout à l'heure que le restaurant dans lequel on allait manger ce soir, c'est un restaurant que je connais bien parce que j'ai été étudiant à Orsay pendant 7 ans, j'y ai passé l'agrégation, j'ai passé mon doctorat ici à Orsay. Et en fait, il se trouve que je ne suis pas revenu pour des raisons professionnelles depuis ma thèse. C'est la première fois que je reviens, donc merci beaucoup pour cette invitation. C'est vraiment un vrai plaisir, et puis de retraverser tout ce campus qui a beaucoup changé, comme vous le savez, depuis 2005, ça commence à faire. Donc voilà, c'est vraiment un grand plaisir d'être là. C'est aussi un vrai plaisir de partager le micro avec Alexandre, que je connais un petit peu, parce que il est passé par l'INRIA au tout début de sa carrière, enfin, je ne sais pas si on peut dire le tout début, mais il y a quelques années en tout cas. Et je faisais partie de celles et ceux qui étaient contents qu'on puisse accueillir des gens un peu différents dans notre institut très informatique et mathématique. Et donc j'espère que le dialogue va être intéressant à la fois maintenant et puis tout à l'heure quand on pourra discuter avec lui. Je vous invite évidemment à ne pas hésiter à poser des questions au cours de l'exposé. C'est pas bon, en tant que chercheur, on a l'habitude de faire des exposés assez techniques, etc., d'avoir les questions à la fin, d'avoir quelque chose de très formel et très cadré. Là, c'est vraiment très différent, donc surtout n'hésitez pas, y compris si vous n'êtes vraiment pas d'accord, et en particulier si vous n'êtes vraiment pas d'accord avec ce que je dis, à vous manifester rapidement. Et puis dernière chose avant de commencer, je voudrais vous dire que je ne suis pas informaticien. Je suis mathématicien en fait. J'ai jamais fait d'informatique, j'en fais comme tout le monde au quotidien pour démarrer un ordinateur ou quand même faire quelques programmes informatiques pour mes études. Mais je ne suis pas informaticien, je ne suis pas un théoricien de l'informatique. Et donc le séminaire informatique et numérique, moi je me retrouve vraiment dans la partie numérique. Bon évidemment je ne rejette pas les informaticiens, je travaille à l'INRIA, je ne peux pas faire ça, hein, c'est pas possible. Mais voilà, je veux que vous soyez tranquilles, je ne vais pas trop vous parler de détails informatiques. Je vais plus vous parler d'environnement aujourd'hui, et éventuellement de modèles, et évidemment un peu de maths, mais pas du tout d'informatique au sens technique du terme. Voilà. On y va. Donc, je suis chercheur à Montpellier, je suis responsable d'une équipe qui s'appelle Lemon. Lemon, vous avez un petit citron qui symbolise l'emblème de l'équipe en haut à gauche, là. Lemon, ça veut dire littoral, environnement, modèle et outils numériques, ou ça veut dire aussi littoral, environnement, Montpellier. Okay, donc on s'intéresse en fait à la zone littorale que vous avez ici dessinée. Alors je suis désolé, les petites notations sont en anglais, mais tout le reste de l'exposé sera bien en français, y compris les slides, vous inquiétez, enfin les diapositives, bien. Donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, notre objet d'étude dans l'équipe, c'est vraiment cette interface entre l'eau et la terre, entre la mer et la terre, entre l'océan et l'atmosphère, entre le sable et la mer aussi au niveau des fonds marins. Voilà, c'est notre objet d'intérêt. Et il y a cet aspect interface qui pour nous est très important parce que en fait, ce qu'on considère dans l'équipe, c'est qu'aujourd'hui les processus pris les uns indépendamment des autres sont relativement bien compris et bien construits d'un point de vue méthodologique. On sait simuler l'évolution d'une vague, on sait simuler l'écoulement dans une rivière, etc. Mais en revanche, le couplage de tous ces processus dans un système complexe qui est la zone littorale, ça c'est quelque chose de compliqué. En particulier, vous avez des échelles de temps qui interviennent dans cette zone-là qui sont très différentes. Par exemple, si vous regardez les échelles de temps caractéristiques de l'atmosphère, vous avez des vents, par exemple, qui peuvent changer d'un quart d'heure à l'autre, même parfois d'une minute à l'autre, vous avez des vents tourbillonnants, donc les échelles de temps peuvent être relativement rapides. La mer, le temps caractéristique, surtout du côté de l'océan Atlantique, moi qui suis né du côté de Cherbourg, c'est la marée, c'est 6 heures ou 12 heures, suivant que vous considérez une demi-marée ou une marée entière. L'évolution des fonds sableux, si vous avez déjà visité la côte aquitaine, par exemple, vous savez que le trait littoral bouge énormément, c'est vrai aussi à Sète, du côté de Montpellier. Là, on regarde des phénomènes qui bougent sur plusieurs mois, parfois plusieurs années. Donc vous voyez que vous avez des échelles de temps qui sont très différentes. Et pourtant, ces processus coexistent. Et donc il faut les faire dialoguer
tout en étant capable de garder les spécificités de la dynamique de chacun d'entre eux. Hein, et alors, ceci est particulièrement vrai pour le couplage océan-atmosphère, j'y reviendrai tout à l'heure, mais les vents, aujourd'hui, quand on fait du couplage, on regarde des vents de l'ordre de quelques dizaines de mètres par seconde, disons que des mètres par seconde, c'est 3,6 km/h, donc entre 40 et 100 km/h, par exemple, hein, c'est des vents classiques, quoi. Les courants marins, c'est de l'ordre de quelques centimètres par seconde, parfois, vraiment dans le Gulf Stream, là où c'est très important, où on a un jet très fort, on est de l'ordre du mètre par seconde, c'est-à-dire 3 km/h. Donc encore une fois, des vitesses caractéristiques qui sont très différentes. Et pourtant, dans le système climatique aujourd'hui, si on veut être capable de comprendre la complexité du système global, il faut être capable de coupler le modèle océanique avec le modèle atmosphérique. Ça va? Donc voilà ce qu'on fait dans l'équipe. Encore une fois, cantonné à la zone littorale, mais c'est déjà beaucoup. Et on a notamment 2 gros projets qu'on traite, et dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais je pourrais répondre aux questions si vous en avez, qui sont autour des villes en bord de mer, et notamment des problèmes d'inondation urbaine en zone littorale. Montpellier est particulièrement visé avec les épisodes Cévenol qui nous arrivent de temps en temps, on va dire presque une fois par an maintenant. On a eu 30 cm de neige il y a 15 jours, c'était un autre type d'épisode Cévenol, mais ça a mis une belle pagaille aussi, même si c'était moins dangereux que l'eau. Et puis un autre point qui sont les énergies marines et le couplage des modèles océaniques. Donc ça aussi, je ne vais pas en parler spécifiquement aujourd'hui, je dirai un petit mot à la fin, mais c'est quelque chose qu'on fait dans l'équipe et qui est relativement important. Ok. Juste une diapo pour vous dire que voilà, on est 4 chercheurs. Le modèle INRIA, parce que bon, on est ici à l'INRIA, donc je peux vous en parler rapidement. C'est des modèles d'équipe projet, donc moi je suis responsable d'une équipe dans laquelle il y a 3 enseignants-chercheurs de l'Université de Montpellier, Carole, Vincent et Gladys, moi-même qui suis chercheur INRIA, on a une assistante qui est personnel INRIA, et puis on a pour l'instant 3 personnels non permanents, un postdoctorant, un stagiaire qui est au Chili, et un étudiant péruvien qui vient faire sa thèse à Montpellier à partir du mois de septembre prochain. Donc vous voyez, c'est encore une fois, la seule diapo qui sera en anglais, désolé pour les oublis. Et donc c'est une toute petite équipe, on vient d'être créé, en fait on est en train de démarrer notre activité. Donc c'est pour ça que je ne vais pas encore trop vous parler des thèmes qu'on aborde, mais quand même, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à tout ça? Je vous en ai un petit peu expliqué l'intérêt vis-à-vis des problématiques d'échelle, mais vous savez que le littoral est une zone qui est très attractive. Là, vous avez les plages de Carnon à 15 km de Montpellier. Là, vous avez une belle photo de la baie de District Area à San Francisco. En France, on a 27% de la bande qui fait 500 mètres à partir du rivage qui est urbanisée. Ça veut dire bétonné, quoi. Pas de sable, pas d'herbe, rien du tout. D'accord ? Donc c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. 27% de la bande des 500 mètres, c'est-à-dire que si vous faites un trait de 500 mètres comme ça, vous avez 1 km² sur 4 qui est couvert par des zones urbanisées. 10% de la population française est concentrée sur ces 4% de la bande des 4% de la zone littorale. Donc on a une surpopulation en zone littorale. Bon, ça vous le savez sans doute. Et en plus, on a une grande variabilité spatio-temporelle de ces phénomènes-là. Spatiale, parce que vous savez que la loi littorale fait que le littoral aujourd'hui est protégé, en particulier la région ouest de la France est relativement protégée et relativement peu construite, et puis plus vous montez vers le nord et moins c'est construit. En revanche, au sud-est, si vous regardez la plage de Carnon, là, voilà, vous voyez, c'est urbanisé de partout, la Grande Motte, les grands buildings, etc. C'est pas très joli, et c'est particulièrement bétonné. Et ça pose d'ailleurs des problématiques en cas d'inondation en zone urbaine, hein, parce que ce béton, il empêche les écoulements, ou plus exactement, il les favorise d'une certaine façon, et donc ça pose des problèmes. Et puis une variabilité temporelle aussi, peut-être que vous avez l'habitude de séjourner l'été sur ces beaux endroits, et donc du coup, on a beaucoup plus de monde l'été que l'hiver, et ça aussi, ça pose des difficultés. Voilà, donc tout ça pour dire que le littoral, c'est quelque chose de très attractif, et en même temps, c'est que c'est très exposé. Alors là, je vais vous montrer une première simulation numérique qui a été faite par un membre de l'équipe, et qui a été faite, c'est un modèle qui a été commandé par la Maïf, qui a été fait avec le BRGM, dans le cadre de la compréhension de ce qui s'est passé autour de la Faute-sur-Mer il y a quelques années, avec la tempête Xynthia. Donc ce que vous allez voir, là, vous avez 2 images qui vont déclencher 2 films en simultané. La zone de gauche, c'est la zone grande échelle, et vous voyez qu'il y a un carré rouge ici,
et ce qu'il y a dans le carré rouge va être reproduit dans la zone de droite, d'accord ? Et donc vous allez voir une onde de submersion qui va se propager à l'intérieur de la petite commune qui est ici, et donc vous voyez l'eau qui rentre à l'intérieur de la ville. Donc ça, hein, je précise, c'est un résultat de simulation numérique, ce n'est pas un film, d'accord ? C'est calculé par ordinateur. C'est quelque chose qui a été fait grâce à des modèles environnementaux, ok ? Et donc évidemment, c'est utilisé pour un certain nombre de choses, en particulier pour comprendre les phénomènes, mais aussi en l'occurrence, pour la Maïf ou le ministère de la Justice, pour vérifier a posteriori que les déclarations des assurés étaient raisonnables par rapport à l'événement qui avait eu lieu. C'est-à-dire qu'on voulait s'assurer que c'était cohérent, il y avait une certaine cohérence dans les déclarations, pour voir que si certains ne trichaient pas avec les déclarations d'assurance. Bon voilà, il y a tout un tas de façons d'utiliser les modèles numériques qui ne sont pas seulement de la prévention ou de la compréhension. Vous voyez, là, j'insiste sur cet aspect assurance parce que c'était l'occasion. Évidemment, la plupart du temps, on conçoit des modèles pour faire des outils de prévision et de compréhension aussi des phénomènes. Comprendre ce qui se passe, c'est la première chose à faire, en fait. Okay ? Et donc, ce phénomène-là, la faute sur mer, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu vraiment un couplage, j'en parlais tout à l'heure, mais il y a eu des vents qui étaient dirigés dans la bonne ou la mauvaise direction, des pluies très fortes, une marée qui était haute exactement au mauvais moment, et tous ces effets-là combinés ont fait la catastrophe qui a eu lieu cette année-là. Et vous voyez bien que si vous simulez indépendamment la météo avec la pluie, l'évolution des courants, et puis je ne sais quelle activité humaine, par exemple, dans le village ce jour-là, bah, en fait, il n'y a pas de raison, si vous ne faites pas dialoguer les modèles, de voir un problème. Donc j'insiste, cet aspect couplage, pour nous, est vraiment quelque chose de très important. Voilà, donc un littoral attractif mais exposé. Alors, pourquoi encore le numérique ? Donc pourquoi est-ce que, même pour parler d'environnement, on va nous bassiner de numérique ? C'était un peu ce que tu disais, Christine, tout à l'heure, on en parle beaucoup à la télé, à la radio, l'intelligence artificielle... Le numérique va changer le monde, ou pas, ou va nous emmener vers une dérive absolument catastrophique. On verra peut-être ça tout à l'heure avec Alexandre, peut-être. Donc, moi, je voudrais vous illustrer ce qu'on peut faire de relativement positif avec le numérique. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Mesurer, comprendre, alerter et même rêver, parce que je me suis autorisé à faire un tout petit peu de positivisme, mais vous verrez à la fin de la conférence que j'en garde pas moins un certain nombre de convictions qui font que j'aurai en particulier un grand intérêt à suivre l'exposé d'Alexandre. Voilà. Alors, le numérique comme outil de mesure, tout simplement. Ça, c'est une courbe du GIEC. Tout le monde connaît le GIEC, IPCC en anglais, donc le groupement d'experts pour le climat. Le premier groupe de travail 2013, donc ça c'est la moyenne de température sur la période 1961-1990 qui est en pointillé à 0, donc c'est-à-dire qu'on prend une référence qui est la moyenne sur 1961-1990 et on regarde l'écart à cette moyenne, l'écart de température depuis 1850 jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez que, sans surprise, la température aujourd'hui est beaucoup plus importante, l'écart de température est beaucoup plus important que par le passé. Alors il y a une partie qui est en noir qui correspond à des interpolations, il y a une partie qui correspond à des mesures, il y a l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, je vous passe les détails, simplement là pour vous dire que le numérique, il a servi à installer des capteurs qui vont permettre de calculer ces températures et de produire ce type de diagnostic pour le GIEC. D'accord ? Ça, encore une fois, ce ne sont pas des calculs, des simulations numériques, ce sont simplement des mesures, avec toutes les incertitudes qui peuvent y être associées. Okay ? Alors, un autre exemple d'outil de mesure, ça, c'est mon installation de chauffage à la maison, que je peux surveiller en permanence, avec une interface web, donc je vous ai fait une copie d'écran. Donc ça, c'était ce matin à 6h du matin, vous voyez, il faisait 6,4 en température extérieure, mes panneaux photovoltaïques étaient à 1,4 degrés, dans la maison, il faisait 16, pas beaucoup, le ballon d'eau chaude qui est séparé en 3 compartiments, j'ai 3 sondes de température, etc. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que ça devient un outil de mesure et de contrôle. Parce que derrière, j'ai des courbes, vous voyez, ça c'est les 12 heures qui viennent de se passer dans ma maison.
Donc vous voyez en jaune, la courbe, c'est le soleil qui se lève et la température qui monte dans mes panneaux de production d'eau chaude. Et pourquoi c'est intéressant ce truc-là ? Ça me permet tout simplement à distance de pouvoir piloter ma console de production d'eau chaude ou de chauffage dans la maison, et donc d'optimiser et de minimiser ma consommation de fuel, puisque on a une vieille maison avec une chaudière à fuel au garage, qui est encore vivante, qui sera remplacée par une chaudière bois quand elle mourra. Mais aujourd'hui, on essaye tout simplement de minimiser la consommation de fuel. Et pour ça, on utilise des outils numériques qui nous permettent, là, d'ici, de dire à ma chaudière, là, tu peux rajouter un peu d'eau du ballon dans le circuit de chauffage, etc. Alors évidemment, je ne m'amuse pas à faire ça tous les jours. Il y a des outils automatisés, donc c'est pour ça que je parle de contrôle aussi, qui permettent d'aller au-delà de la mesure et donc de proposer des outils automatisés aux êtres humains qu'on est pour pouvoir améliorer un certain nombre de critères. Alors, est-ce que ce sont des critères économiques, des critères écologiques, la consommation de fuel, etc. Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Et puis, ça permet de vérifier qu'il fait beau à Montpellier, ce qui est quand même une chose importante, n'est-ce pas ? Donc, vous voyez que, quand même, ce matin, là, vers 11h midi, la température dans les panneaux, on était autour de 60 degrés, quand même. Donc, ça chauffe bien, quoi, même en plein hiver. Le numérique, ensuite, pour comprendre et expliquer. Alors ça encore, c'est une courbe qui est sortie des modèles du GIEC. C'est une courbe, la courbe noire que vous voyez toute seule là au milieu du rose, c'est la courbe qu'on a vue tout à l'heure des anomalies de température à l'échelle du globe. D'accord ? Donc vous voyez que depuis 1910 jusqu'à 2010, on a une augmentation de la température à la surface du globe. Ce n'est pas une surprise. L'intérêt de cette image, c'est de vous montrer que ce qui est en bleu, c'est la zone des diagnostics fournis par des modèles numériques. Cette fois, je suis passé de l'autre côté de la barrière, je ne fais plus que des mesures, mais j'utilise des données et des ordinateurs pour produire des résultats de simulation numérique, donc de prospection, d'accord, de prévision. Et donc, sur la base des données qu'on avait, le modèle bleu, c'est un modèle qui intègre uniquement les forçages naturels du climat. Et le modèle rose, c'est le modèle qui intègre les forçages naturels et les forçages anthropiques. Pardon pour ceux qui ne peuvent pas lire les textes, mais il n'y a rien d'autre à lire que ce que je viens de dire. Donc le bleu, c'est si on était resté à l'état, disons, naturel de 1910, et puis en rose, c'est en prenant en compte l'évolution de l'activité anthropique aujourd'hui. D'accord ? Donc, pourquoi c'est épais ? Parce que les modèles ne sont pas parfaits, donc il y a ce qu'on appelle des incertitudes sur les modèles, et donc il y a une zone dans laquelle on pense que la trajectoire se trouve. Et vous voyez que la trajectoire noire dont on parlait tout à l'heure, qui, elle, est en très fin, puisque ce sont des mesures, donc il y a relativement peu d'incertitudes dessus, cette courbe noire, elle est en plein milieu du machin rose. Donc ça semblerait quand même dire, et c'est ce que dit le GIEC, c'est pas moi qui dis ça, que évidemment l'activité de l'homme a eu un impact très important, et pour pas dire essentiel en fait, sur l'augmentation des températures au cours du XXe et du début du XXIe siècle. D'accord ? Donc là, le numérique, il permet, le modèle en l'occurrence, il permet de comprendre pourquoi cette courbe s'est mise à augmenter d'un seul coup, et donc d'expliquer, de dire que effectivement, le GIEC peut dire aujourd'hui, grâce à un certain nombre d'outils, et encore une fois, pas seulement à cette image-là, mais le GIEC peut affirmer avec certitude que l'activité de l'homme a une responsabilité importante dans l'augmentation, dans le dérèglement climatique. Okay ? Donc ça, c'est important. Sans les modèles, on ne pourrait pas faire ça. On ne pourrait pas débrancher l'activité de l'homme comme ça facilement dans une simulation. Aujourd'hui, dans un modèle numérique, ça se fait. C'est juste un paramètre à régler. Homme égale 0 ou homme égale 1. Vous voyez, c'est aussi facile que ça. Non, c'est pas vrai, évidemment. C'est pas vrai. Je vous invite à aller voir le climat change, questions-réponses. Il y a plein de choses très intéressantes sur ce sujet-là. Un autre outil pédagogique, Tsunami Lab, c'est un outil auquel j'ai participé avec mes collègues chiliens. Vous savez qu'au Chili, il y a eu 2 gros tremblements de terre en 1960 et en 2010 qui ont créé des tsunamis très importants et qui ont absolument ravagé la côte ouest du pays. Et en fait, ce qui s'est passé en 2010, c'est que les autorités se sont aperçues du fait que les Chiliens avaient oublié ce que c'était qu'un tsunami. C'est-à-dire qu'en 50 ans, plus personne n'en parlait, il n'y avait plus d'articles dans les journaux, on n'était plus formés, etc. Ça avait presque sauté une génération, on va dire.
Et donc les gens avaient oublié ce que c'était qu'un tsunami, au point que certains villages qui avaient été rayés de la carte en 1960 avaient été reconstruits exactement au même endroit au début des années 90 au Chili. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune prise en compte de ce qui s'est passé dans le passé et pas de résilience d'une certaine façon. Et en fait, le gouvernement chilien a mis en place toute une structure ministérielle et puis donc dans les labos de recherche, etc., pour inciter les gens à se souvenir de ce que c'est qu'un tsunami pour pouvoir mieux les prédire la fois d'après. Alors il y a tout un tas d'outils qui ont été mis en place, notamment des systèmes d'alerte sur les plages à Valparaiso, on reçoit des textos, d'un seul coup, hop, il y a un exercice, il faut vite monter dans la colline et tout ça. Et donc nous, on a participé à une plateforme, donc je vous invite à visiter tsunamilab.inria.fr ou tsunamilab.inria.cl, puisque ça a été créé au Chili au départ, en espagnol. Et en fait, c'est vraiment un outil pédagogique, donc c'est pas un outil de prévision au sens opérationnel, on va pas donner ça au ministère de l'Intérieur pour dire c'est ça qui va nous servir à prédire un tsunami. Pourquoi ? Parce que les modèles sont un petit peu simplifiés, voilà, on fait mais le principe de l'outil, c'est vous vous baladez sur la planète, vous faites tourner la planète avec votre souris d'ordinateur, vous désignez un endroit, vous dites là je veux créer un tremblement de terre, si possible dans les fonds marins, puisque là on s'intéresse à des tsunamis. Vous donnez l'intensité de votre tremblement de terre, hein, l'intensité sur l'échelle de Richter, l'angle de la faille, la taille de la faille, enfin il y a quelques petits paramètres qu'il faut régler, qu'on peut régler pour vous si vous n'avez pas envie de vous amuser, mais sinon si vous voulez le faire c'est possible. Et après on clique sur play et là on voit le tsunami qui démarre et qui va impacter donc, les côtes chiliennes, mais aussi les côtes japonaises, puisque vous savez peut-être que la vague, le tsunami, c'est quelque chose qui se propage dans l'océan de façon très stable, ça se déforme presque pas. C'est une petite vague, hein, 40-50 cm de haut, qui traverse tout l'océan à une vitesse gigantesque. Ça va à peu près à la vitesse d'un avion de ligne. Donc par rapport aux vagues qu'on a sur notre littoral, c'est pas beaucoup plus... C'est pas plus haut, ça n'a pas l'air méchant comme ça, mais par contre ça va très vite, et c'est une vague qui fait entre 100 et 200 km de large. Donc qu'est-ce qui se passe quand cette vague elle arrive sur des côtes ? Vous avez 50 cm de flotte sur 200 km de large. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une compression, donc l'eau monte tout simplement, et là pour le coup, quand vous calculez la quantité d'eau que ça représente, les volumes que ça représente, on n'est pas étonné de voir que ça fait des vagues qui font 30 mètres ou parfois plus. D'accord ? Donc encore une fois, si vous êtes en mer au large, avec votre petit bateau de pêche, vous craignez rien, vous allez juste être un peu secoué, et puis dans un sens, puis dans l'autre, 10 minutes après, ou quelques minutes après. Mais en pratique, c'est vraiment une catastrophe quand ça arrive vraiment sur la côte, quoi. Hein. Donc cet outil, il a été fait pour aller dans les écoles, dans les lycées, pour montrer aux enfants ce que c'est qu'un tsunami. Donc c'est associé aussi à des manips qu'on peut faire avec les gamins. Il y a un musée à Santiago qui s'est équipé d'un grand bac d'eau dans lequel on peut créer avec une pompe un tsunami au départ, et puis on le voit qui se propage dans le... Et tout ça a été fait en partenariat avec le CIGIDEN, donc le Centre de gestion des risques naturels au Chili, et INRIA de Chile, qui est donc une émanation d'INRIA au Chili, à laquelle j'ai participé pendant 1 an en 2007. Voilà, donc principe éducatif aussi, très important. Et puis enfin, pour alerter, je vous ai montré tout à l'heure une simulation de la tempête Xynthia, je vous en montre une autre, produite par Fabien Marche, toujours un collègue de l'équipe avec le BRGM. Donc ce que vous voyez là, ce sont... Alors, attendez, excusez-moi, je vais recommencer, on va y aller doucement. Donc ce que vous voyez ici à gauche, ce sont les vagues. Donc tout ça, c'est encore une fois pas un film, c'est produit par nos outils de modélisation. D'accord ? Donc là, vous avez une ville, avec une jolie digue, et puis sur la gauche, là, vous avez des vagues qui sont d'amplitude entre 0 en bleu et 4 ou 5 mètres en rouge. D'accord ? Alors pourquoi est-ce qu'on les voit si rapides, osciller de façon aussi fréquente ? C'est juste que le temps est accéléré. Donc là, pour l'instant, on est le 10 mars 2008, il est 3h du matin. Et c'est parti. Donc là, vous voyez, il est déjà 3h30. Le temps défile assez vite. Et vous voyez que l'intensité des vagues augmente, la tempête arrive. Et vous avez les premières régions qui sont inondées ici au nord de la zone, avec de l'eau qui s'écoule dans les rues. Donc là aussi, ça c'est quelque chose de très difficile à modéliser, parce que vous avez un écoulement qui est préférentiel. Vous avez des endroits où c'est bloqué, mais des endroits au contraire où l'eau, elle circule beaucoup plus facilement. Là, il y a un endroit en fait, où la digue a cédé, en fait, donc là on a de l'eau qui rentre comme elle veut à l'intérieur de la ville. Et au final, vous avez une ville qui est inondée avec une amplitude, alors
par rapport au niveau de la mer qui est à 2,4, entre 2,4 et 3,2 mètres, mais comme la ville est légèrement surélevée, en fait là vous avez entre 1 mètre et 1,50 mètre d'eau dans les rues de la ville. D'accord ? Donc c'est non négligeable évidemment. Et tout ça est réalisé évidemment avec des outils de génie civil, parce qu'il faut aller construire la carte point par point de la ville en question, mais surtout avec un modèle hydrodynamique derrière qui est utilisé pour faire cette simulation. Et là, vous voyez qu'il est 7h40 du matin, les vagues sont redevenues en bleu, la ville est calme, mais par contre, c'est le désastre à l'intérieur. Okay ? Donc voilà à quoi peuvent servir des modèles mathématiques transformés via des ordinateurs pour faire de la prévision de risques d'inondation, en l'occurrence, en zone côtière. Alors, alertez toujours GIEC et Banque mondiale, la source de cette diapo, vous voyez qu'une personne sur 10 dans le monde habite dans une zone menacée par la montée des eaux. Le Bangladesh, c'est la plus grande partie du pays est à moins de 12 mètres au-dessus du niveau des mers, et environ 10% du territoire est situé en dessous du niveau de la mer. Donc, un réchauffement de seulement quelques degrés pourrait effectivement rendre impossible les activités agricoles, entraîner une baisse globale de la production de 12% à l'échelle de la planète. Donc là, on fait un focus sur le Bangladesh, mais 12% à l'échelle de la planète, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Okay. Donc tout ça par contre, c'est pas nous qui avons produit ça. Encore une fois, c'est GIEC et Banque mondiale. Toutes les diapos, je pourrais vous les mettre à disposition, vous donner les sources de tous ces chiffres que je vous donne. Et je vous avais dit que c'était aussi parfois un peu joli juste de faire de la simulation. Là, c'est quelqu'un qui est amoureux en Australie, qui jette une bouteille à la mer avec un petit message pour sa fiancée. Alors c'est fait par le CNRS. Et en fait, ce que vous allez voir, c'est la trajectoire de la bouteille jetée à la mer, mais pas pendant quelques jours ou quelques semaines, pendant, je crois, 400 ou 500 ans. En fait, c'est juste que l'outil numérique nous permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire avec une vraie bouteille, même si on mettait un capteur à l'intérieur, au bout de quelques mois, on perdrait l'information, on ne saurait plus où se trouve la bouteille. Mais là, avec un ordinateur, si on a un modèle qui fait tourner ce truc-là, eh bien, on a une simulation qui permet... Alors, attendez, je vais essayer quand même de vous la montrer. Non, ça ne marche pas ? Ah si, ça y est, c'est parti. Voilà. Donc, vous avez la bouteille qui fait le tour de l'océan Indien. Donc, la couleur violette, ça veut dire qu'elle est en surface, 0 mètre. Et puis là, elle va passer dans le Gulf Stream. Et donc là, voilà, elle plonge. Là, elle est à 1000 mètres. Là, elle est à 2000 mètres de profondeur. Elle fait le tour du pôle. On est autour de 1000-2000 mètres de profondeur. Elle revient vers le nord du Gulf Stream. Ici, elle replonge à 2000, 3000 mètres, etc., etc. Et là, vous avez déjà 300 ans qui se sont passés depuis qu'on a lâché la bouteille. Donc vous voyez, encore une fois, le numérique, les mathématiques, la physique, les modèles permettent de faire ce genre de choses. Évidemment, je ne vous garantis pas que si vous mettez votre bouteille exactement à cet endroit-là, elle va suivre exactement cette trajectoire-là, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ça permet d'illustrer au moins la variabilité des courants, puis bon, ce qui se passe quand même autour du circumpolaire ou du Gulf Stream qu'on a vu ici tout à l'heure, sont vraiment des choses réalistes. Donc voilà, ça permet de faire des choses un petit peu originales. Et puis aussi, donc, la diapo suivante, ça c'est une simulation qui a été faite par la NASA et qui n'a aucun autre objectif que de faire des jolies simulations numériques, et c'est le Gulf Stream. Donc là, vous avez la Floride, avec des courants, vous voyez, qui sont assez forts là, le long de la Floride, et puis ce fameux Gulf Stream qui nous envoie de l'eau chaude vers les côtes européennes, et c'est pour ça que vous pouvez vous baigner en Bretagne ou en Irlande à une latitude qui est relativement haute par rapport à ce que vous pourriez faire au même endroit aux États-Unis. Si vous allez à la même latitude aux États-Unis, c'est beaucoup plus difficile de se baigner, la température n'est pas la même. Donc ce Gulf Stream, le voilà, simulé par un ordinateur, enfin par des centaines d'ordinateurs et par beaucoup d'ingénieurs à la NASA. Donc on voit bien les tourbillons, etc. C'est assez joli. Et encore une fois, cette simulation qui s'appelle Perpetual Ocean et qui est visible open source, vous avez toutes les images, toutes les photos, tous les films possibles et imaginables sur Internet. Ça a été fait vraiment pour faire de la communication dans les écoles, dans les lycées, etc. C'est pas un objet de recherche, c'est vraiment un démonstrateur. Oui, question. C'est-à-dire qu'il y a l'équation de Navier-Stokes. Absolument. Alors plus précisément, c'est... Le départ et puis...
Pardon ? Vous prenez le départ Alors, c'est une très bonne question. Je vais revenir sur cette question-là un tout petit peu plus tard. Donc, ce sont les équations Navier-Stokes, un petit peu simplifiées. On les appelle les équations primitives, en fait, de l'océan. Donc, techniquement, on enlève la dérivée verticale dans les équations. On considère que le fluide se balade beaucoup plus dans l'horizontale que dans la verticale. Ça ne veut pas dire que tout est constant dans la verticale, mais disons que la stratification fait que les mouvements verticaux sont négligés par rapport aux mouvements horizontaux. Et on utilise aussi des données là-dessus. Et c'est ça qui est intéressant, on fait de l'assimilation de données aussi là-dessus. Donc je vais revenir là, sur ce point tout à l'heure, mais c'est une question très importante, parce que peut-être que les savants fous que nous sommes, nous modélisateurs, ont tendance à faire un petit peu trop confiance aux modèles, à l'inverse des gens qui ne manipulent que des données, et je pense en particulier peut-être à ceux qui en ce moment se disent qu'avec les données on peut tout faire. En fait, il faut un mélange des deux. Et l'assimilation de données, ça revient exactement à faire ça. Donc, pour répondre à votre question, oui, on a un instantané à t égale 0, on regarde ce qui se passe, et on utilise les équations pour calculer l'évolution de ces courants au cours du temps, mais on recale le modèle sur des données au fur et à mesure du calcul. Donc ça, c'est très important. Merci pour cette question. Je vais y revenir. D'autres questions ? Il me reste combien de temps, là ? Est-ce que tu peux me faire signe, genre 5 minutes avant ou... Il te reste encore 10 minutes. D'accord. Tu peux me faire signe 5 minutes avant, si tu y penses ? Oui. Je vous écoute. Quel est le pas en distance de l'émail des modèles que vous faites Ouais. pour la moitié du globe là? Alors, encore une fois, ça, c'est pas moi qui le fais, hein, c'est la NASA. C'est du kilomètre, là, l'échelle de résolution horizontale. Ouais. Bonne question aussi. Bon, un environnement très complexe. Voilà le système climatique résumé en une image dans le monde diplomatique il y a quelques temps. Donc vous voyez, toutes les activités qu'on pourrait résumer qui influencent le système climatique. Alors évidemment, il y a les activités humaines, il y a les écosystèmes, il y a les lacs, il y a l'agriculture, il y a l'hydrosphère, la cryosphère, l'atmosphère, la chimie des nuages. Vous savez qu'Hervé Letreux, au départ, que vous avez peut-être vu récemment, c'était un spécialiste de la chimie des nuages. Et maintenant, il s'intéresse au couplage de tout ça. Bon, c'est extrêmement complexe déjà de savoir un peu ce que fait chacun de ces processus. Alors tous ensemble, c'est vraiment compliqué. Je vais passer la vidéo INRIA que je... Voilà, alors ça, c'est une équation. Vous me demandiez quelles équations on utilisait tout à l'heure pour les océans. Bah, ça, c'est Navier-Stokes, et même pas, en fait. C'est même les équations primitives, parce que dans la troisième équation, pour les spécialistes, là, on a perdu des termes de dérivée verticale. Donc, c'est juste une blague pour vous dire que ça, c'est le système le plus simple qu'on puisse utiliser pour modéliser les océans. Et même sur Navier-Stokes, peut-être vous savez qu'il y a $1 million à la clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mathématiciens ne sont pas capables de dire s'il y a existence et unicité de solutions fortes en 3D pour Navier-Stokes. Autrement dit, si vous demandez à un physicien si l'eau coule dans le tuyau, il va vous dire oui, et le mathématicien va vous dire je ne sais pas, parce qu'il n'est pas capable de le montrer. Voilà, tout simplement. Hein, on n'est pas capable de montrer existence et unicité de la solution des équations. Donc on manipule, nous, matheux appliqués, des outils mathématiques dont on ne sait même pas s'ils sont bien foutus. Mais on n'a pas le choix, sinon on ne ferait rien, quoi. Okay. Alors, vous voyez, un processus très simple qu'on a simulé, bah, ça c'est un équilibre eau chaude, eau froide, dans 2 bouteilles séparées avec des pailles, et c'est un truc qu'on fait avec des gamins. Donc c'était le film que je voulais vous montrer, vous prenez 2 bouteilles, vous mettez de la grenadine chaude et puis de l'eau froide à côté, vous pincez les pailles au début, vous lâchez, bah, il se passe exactement ce qui se passe là sur la vidéo. Bon, je pourrais revenir là-dessus si vous voulez. Je voudrais quand même juste aller au bout de l'exposé. Juste vous montrer des résultats de simulation d'un étudiant, la Gaspard Kemelin, récemment, qui sont extrêmement importants, même si ce que vous allez voir là est extrêmement simple à voir. En fait, imaginez que vous avez un modèle d'océan très simplifié, avec à gauche la haute mer, modèle hauturier, et à droite, là, collé contre la paroi, le modèle côtier, donc ce qui se passe près de la côte. Les équations de part et d'autre de cette interface imaginaire que je me suis créée en disant d'un côté je suis côtier, de l'autre côté je suis hauturier. Cette interface imaginaire, elle sépare des modèles mathématiques et physiques qui sont différents. Autrement dit, j'ai une seule goutte d'eau qui va couler d'un endroit à l'autre, mais qui va répondre à des mécanismes physiques différents suivant l'endroit où elle est de la zone. Et alors on a des interfaces entre les deux qui vont permettre de gérer ce truc-là. Et donc vous voyez que là, dans cette simulation, ben, Gaspard il a fait un bon boulot parce qu'en fait, les deux modèles se parlent bien, puisqu'on a l'impression que la vague, quand elle traverse les interfaces, elle n'est pas bruitée, parce que, encore une fois, ces deux zones, à gauche et à droite, sont calculées par des ordinateurs différents avec des équations différentes.
Et si vous faites mal les choses, vous faites ce qui se passe à droite, vous voyez, il y a une espèce de truc pas beau qui se passe là. Et puis, alors je vais vous remettre les deux films. Encore une fois, à droite, tout passe bien, ça passe à travers. Et à droite, vous avez le bleu et le orange qui se séparent. Et le bleu et le orange qui se séparent, ça veut dire que le calcul est mal fait. Donc, c'est juste pour vous dire que, même sur un truc très simple comme ça, le couplage entre deux modèles différents, c'est extrêmement sensible et compliqué. Et alors, quand on le fait avec un truc qui s'appelle Erika en 2003, donc là, en haut, vous avez... Alors, regardez pas la colonne de droite, ne regardez que la colonne de gauche. En général, quand je dis ça, tout le monde regarde la colonne de droite, mais non, il ne faut pas le faire. Ne regardez que la colonne de gauche. En haut, vous avez le vent à 10 mètres, donc avec les petites flèches qui représentent la direction du vent et la couleur qui représente l'intensité du vent. Et en bas, vous avez ce qu'on appelle la SST, la température de surface de l'océan. Et ce que vous allez voir, c'est une simulation couplée océan-atmosphère qui va vous montrer que la tempête prend sa source dans la chaleur de l'océan pour créer des vents extrêmement forts. Alors regardez ce qui se passe. Vous allez voir l'œil du cyclone, là, avec des vents très forts en rouge, où on le voit très bien. Eh bien, regardez sa trajectoire, elle colore en bleu la mer. Je vais repasser le film parce qu'on ne voit pas très bien, mais regardez en bas, vous allez voir une espèce de trajectoire bleue qui se crée, voilà, ici, hop, et qui descend. Et ça, c'est simplement une belle simulation numérique faite par Florian Lemarié, chercheur INRIA à Grenoble, du pompage énergétique entre la surface de l'océan, qui est très chaude dans ces mers-là, et qui l'est de plus en plus avec le réchauffement climatique, pompage de cette énergie vers l'atmosphère, transfert vers l'atmosphère, donc des vents violents et des catastrophes comme celle-ci. Donc là encore, le couplage entre l'océan et l'atmosphère, c'est un travail de Romain qu'a fait Florian il y a quelques années, qui a fait un très beau résultat scientifique. Juste un mot sur la simulation de données, et puis ensuite je vais conclure. Je vous disais tout à l'heure qu'on a des modèles et on a des données, et il faut utiliser les deux. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Il y a quelques années, on n'en parlait pas du tout. On parlait au contraire beaucoup de modèles. Et en fait, la simulation de données, c'est quelque chose qui est très important et qui permet, comme je le disais tout à l'heure en répondant à la question de monsieur, de partir d'un état initial. Donc, vous prenez la météo aujourd'hui sur sa clé, vous faites tourner un modèle de prévision météo qui va vous donner la prévision demain, après-demain, dans 3 jours. Et puis, vous allez comme ça calculer une trajectoire qui risque de dévier de la réalité. Au bout d'un certain temps, vous savez sans doute que les modèles météo se plantent. Mais, si demain, après-demain, le jour d'après, vous êtes capable de recaler votre modèle, c'est-à-dire de corriger son erreur au fur et à mesure, eh bien, vous allez améliorer sensiblement, non pas seulement la prévision de demain, après-demain et les jours d'après, mais aussi dans 5 jours, dans 10 jours. Ça s'appelle la simulation de données. Donc, ça veut dire qu'on ne se contente pas de prendre les données qu'on a à t égale 0, mais on les intègre tout au long du processus. C'est quelque chose que vous faites tous les jours. Enfin, peut-être pas tous les jours, mais imaginez, par exemple, que vous êtes chez vous, de nuit, dans votre lit, et que vous avez envie d'aller aux toilettes et que vous ne voulez pas réveiller la personne qui est à côté de vous. Donc, vous ne voulez pas allumer la lumière. Vous avez dans votre tête une représentation du chemin que vous devez parcourir pour aller de votre lit jusqu'aux toilettes. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle. C'est les équations de Navier-Stokes. Sauf que ce modèle, il est imparfait, parce que vous vous dites que c'est 10 cm entre la porte et je sais pas quoi, le lit, il est à 1 mètre du couloir, etc. Bon, tout ça, c'est une représentation que vous avez dans votre tête. Mais vous vous levez, et puis vous y allez à tâtons. Et au fur et à mesure, vous corrigez votre trajectoire en touchant la chaise qui n'était pas à sa place, le pyjama de monsieur qui était encore par terre, etc., etc. Et donc, avec vos capteurs, vous allez au fur et à mesure assimiler des données, ça s'appelle l'assimilation de données, et donc corriger votre trajectoire. Vous allez vous dire, ah bah là, en fait, je pensais être à cet endroit-là, mais je suis à cet endroit-là, et donc je corrige. Et c'est comme ça qu'on arrive aux toilettes. Mais encore une fois, si vous n'aviez pas de sensation de toucher, aller de votre lit aux toilettes sans absolument prendre en compte ces données-là, c'est très difficile. Et de la même façon, si vous n'avez aucune représentation mentale de l'endroit où sont les toilettes, hein, si vous dormez quelque part où c'est pas chez vous et vous savez pas où sont les toilettes, bah c'est aussi difficile de les atteindre. Donc, à force de tâtonner, vous allez acquérir suffisamment de données pour y arriver, mais ce sera pas forcément très efficace. Tout ça pour vous dire, et je voudrais vraiment insister là-dessus, peut-être ce sera le fin mot de l'histoire, il me reste 2 minutes, c'est que les modèles et les données, ce sont 2 choses qui sont d'égale importance à mes yeux, et je pense qu'il ne faut pas les maltraiter ni dans un sens ni dans l'autre.
Et peut-être que c'est un petit peu trop ce qu'on a tendance à faire en ce moment avec les modèles, en donnant vraiment une grosse préférence aux données. Et ce sera peut-être l'inverse dans 10 ans, etc. Alors la science nous sauvera-t-elle? Juste en 2 mots. Je voulais quand même vous mettre les limites du géo-engineering, parce qu'on en parle de temps en temps. Donc ça, c'était un projet d'injection de particules dans l'atmosphère faite par des Anglais il y a quelques années. Donc l'idée, c'était de balancer du soufre ou des trucs comme ça dans l'atmosphère pour faire réfléchir les rayons du soleil. Donc, la science, ça peut aider, mais on n'est pas là pour faire n'importe quoi non plus. Donc ça, c'est à mon avis quelque chose qu'il faut absolument bannir. Dans le même genre d'idée, on avait la fertilisation des océans aussi. Ça, c'était des Allemands en 2009 qui ont proposé ça. Donc vous balancez des tonnes de cuivre, de fer dans l'océan. Et ça favorise la croissance du phytoplancton qui va consommer du carbone. Et donc ça piège du CO2 au fond des océans. Mais il faut balancer des tonnes de... Enfin bon, c'est complètement... Donc voilà, je termine juste par l'initiative du Chili, donc, qui est particulièrement intéressante parce qu'elle est interdisciplinaire. Et donc vous avez un processus qui est en train de se créer entre des géophysiciens, des chimistes, des écologues, des matheux, des gens de sciences sociales pour tous les aspects acceptabilité, pour la pêcherie, etc., du droit, pour installer des énergies marines à une grande échelle sur les côtes du Chili. Voilà, il y a des simulations numériques, etc. Et puis, voilà, à la fin de mon exposé, peut-être un début de transition vers ce que va nous dire Alexandre. Si je reprends les termes du scénario négawatt qui correspond aujourd'hui peu ou prou au diagnostic de l'ADEME pour l'indépendance énergétique du pays à échelle 2050, avec évidemment 0% d'énergie fossile, y compris le nucléaire, qui est plus ou moins abandonné pour l'instant. Mais si on regarde l'impact du numérique dans tout ça, le renouvelable, je pense que le numérique y contribue, les modèles, la compréhension des systèmes, le design de nouvelles machines, etc. Le numérique contribue à l'essor des renouvelables en France. Le numérique progresse un petit peu en efficacité. On a aujourd'hui des outils qui sont de plus en plus efficaces, de moins en moins consommateurs d'énergie. C'est un sujet sur lequel les gens font attention, même si évidemment c'est quelque chose qui est difficile. Et puis pour la sobriété, il y a vraiment beaucoup de boulot. On n'en est pas là. On a tous des smartphones, des ordinateurs. Et puis nous, chercheurs, on prend l'avion, on mange de la viande, on fait un certain nombre de choses que voilà, on devrait peut-être un peu plus se questionner sur ces sujets-là. Et voilà, le numérique, la sobriété, c'est vraiment quelque chose qui, pour l'instant, me semble relativement antinomique. Et encore une fois, j'espère que ça permettra à Alexandre de nous en parler un petit peu tout à l'heure. Merci à vous. Merci Antoine. Je ne savais pas que ça nous emmènerait par là, les histoires de simulation numérique des phénomènes terrestres. En attendant que Alexandre, si tu veux bien commencer à t'installer, on peut prendre quelques questions juste complémentaires et juste techniques. On ouvrira le débat à la fin des 2 exposés sinon. Vous utilisez l'informatique quantique? Est-ce qu'on utilise l'informatique quantique? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous pourrez y accéder? Parce qu'on en entend parler partout. Ouais. Alors, la question de la dame, c'était est-ce qu'on va l'utiliser, y accéder, etc. Pourquoi pas? Je vous ai dit que moi j'étais mathématicien et donc en fait si lors de l'informatique quantique se développe, je serais ravi d'en être un utilisateur pour mes modèles et pour mes programmes. Si ça me permet d'aller plus vite, de moins consommer, etc., c'est formidable. Mais je n'ai pas l'intention ni surtout la légitimité pour être un contributeur de sciences en informatique quantique. Il y a des gens dont c'est le métier, y compris à l'INRIA d'ailleurs, mais moi j'y connais absolument rien. Donc je serai encore une fois vraiment un utilisateur. Cela dit, il est possible que ce changement de paradigme nous oblige aussi à changer nos méthodes de résolution, etc. Bien entendu, il faudra rester ouvert à ça. Oui, absolument. Et puis, quand on voit le développement, par exemple, du HPC, High Performance Computing aujourd'hui, le calcul sur des grappes d'ordinateurs, etc., a changé la façon aussi de construire les algorithmes pour nous, modélisateurs. Donc il faut aussi s'adapter. Je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut suivre de très loin. Mais en tout cas, c'est pas nous, chercheurs en maths appliquées, qui allons contribuer à l'essor de l'informatique quantique. Ça nous intéresse, comme vous. Ouais. Vous avez dit que vous tenez compte des données, c'est intéressant. Mais est-ce que ça modifie le modèle également? Non, ça ne modifie pas le modèle. C'est juste du calage de paramètres. Et vous êtes sûr que le modèle ne doit pas être modifié? Ah bah évidemment, alors ça c'est encore une autre discussion. Donc là on quitte l'informatique, on est plus du côté de la physique.
est-ce que le modèle est le bon? Et ça, c'est une vraie question. Et puis, dans est-ce que le modèle est le bon, il y a aussi la question de la gourmandise du modèle. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que si je veux résoudre l'océan à grande échelle, et que je me moque de ce qui se passe dans chaque petit centimètre carré de l'océan, mais que je veux avoir une vue d'ensemble, j'ai absolument pas besoin d'utiliser Navier-Stokes 3D avec des mailles de 3 mm. D'accord ? Je peux utiliser des modèles moins gourmands. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, que ce soit dans la résolution de la taille de la grille ou dans le type de modèle que je vais utiliser. Il faut d'abord savoir quel est le diagnostic qu'on veut fournir. Est-ce que je m'intéresse au tourbillon ou est-ce que je m'intéresse à l'évolution dans 10 ans d'un système hydrodynamique avec des bactéries, par exemple, dans un lac? Dans ce cas-là, je peux utiliser des modèles qu'on appelle des modèles réduits, dégradés, qui sont beaucoup plus faciles à résoudre numériquement que Navier-Stokes, qui vont aller beaucoup plus vite et qui permettent de faire des choses. Donc il faut aussi bien savoir ce qu'on veut pour adapter le modèle. Mais il se peut évidemment que les modèles soient faux, et ça on en discute plutôt avec des gens dont c'est le métier, là c'est plutôt du côté des physiciens.